Merci beaucoup, Karim. Merci aussi à la Société française des architectes de m'accueillir dans ce beau colloque. Oui, je vais aborder la ville selon d'autres perspectives qui, j'espère, pourront dialoguer avec ce que nous avons déjà évoqué. Donc en m'intéressant à ce que j'ai appelé les mots de la ville-territoire, qui font partie de ce paysage des mots en concurrence qui décrit et projette la ville et montre que nous éprouvons toujours des difficultés à nommer les phénomènes qui la travaillent, à identifier leur causalité, à tracer les chemins de leur compréhension. Comme le dit l'historienne Rosalind Williams, à travers l'apparition et la disparition des mots, l'émergence de nouveaux mots, se dévoilent des tentatives, des mouvements qui cherchent à caractériser des événements, des transformations. Alors, au cours des années 1990, un certain nombre de notions apparaissent pour tenter de caractériser les formes de l'urbanisation qui advient en Europe, c'est-à-dire cette constellation continue de nappes urbaines qui s'étend sur des centaines de kilomètres et réinterroge la notion de cité et d'habiter au moment où se propage un mode de vie dit urbain ou suburbain. La città diffusa, la ville-territoire, la ville générique, métapolis, l'hyperville, la Zwischenstadt, la ville-territoire des cyborgs, pour citer l'ouvrage d'Antoine Picon, alors que s'est tenue en 1994 au Centre Pompidou la grande exposition sur la ville, art et architecture, et que s'est publiée en 1996 la traduction de l'Urbain sans lieu ni borne, préfacée par François Choët, la revue Le Visiteur naît en 1996 sous la houlette de Sébastien Marot avec un premier édito affirmant l'alternative du paysage, suivi d'un beau texte sur la promenade plantée de Bastille à Vincennes dans le contexte de l'achèvement du viaduc des Arts. La revue contribuera d'ailleurs à ce débat en publiant jusqu'à aujourd'hui, sous la forme de rééditions commentées ou d'articles originaux, des textes sur la ville de Gaston Bardet, Marcel Poët, Pierre Lavedan, puis Melvin Weber, André Corboz, Bernardo Secchi, Rem Koolhaas, pour n'en citer que quelques-uns. Ces mots de l'urbain se multiplient pour essayer de qualifier ce que les mots anciens ne parviennent pas à qualifier de manière pertinente. Images verbales ou néologismes, comme le dit André Corboz, contrairement à certaines expressions courantes, telles que le mitage du territoire, ces nouveaux mots sont neutres. Ils permettent de respecter une règle positiviste qui reste absolument valable. Observer, ce n'est pas juger d'avance. Nourris par des analyses descriptives, ils s'invitent dans le langage qui aspire à rendre compte des processus territoriaux, des formes urbaines, des conditions sociales qui travaillent les espaces des régions qu'ils observent et dont ils formulent l'hypothèse qu'elles sont devenues la ville. La Vénétie par Bernardo Secchi, la Wallonie par Marcel Smets, la Ruhr par Thomas Sieverts, la Suisse tout entière par André Corboz, la région parisienne par François Hacher. Donc cette communication propose de revenir sur ces mots de la ville-territoire pour saisir ce qu'elles disent de la remise en jeu des notions de projet au moment où les régions urbaines s'engagent dans des perspectives à grande échelle. Alors, outre-Atlantique, Melvin Weber, dont le cadre de travail est Berkeley, nous en avons parlé, et la baie de San Francisco, avait déjà posé les termes de l'aporie qui travaillait les disciplines du planning. Observant le déploiement des formes spatiales des agglomérations urbaines américaines, plus dispersées, plus variées, plus consommatrices d'espace, Weber identifie, je cite, « la dispersion spatiale comme un caractère structurel du futur, le corrélat de la diversité croissante qui va marquer les mécanismes de l'économie, de la politique et de la vie sociale de la nation. En outre, dit-il, cette dispersion paraît devoir être le pendant d'une chaîne de développement technologique qui permette à des gens en étroite relation d'être pourtant séparés dans l'espace. » En posant ce constat, Weber ajoute que tout est question de regard et que les écarts et les distensions entre le territoire et ses représentations sont la cause d'incertitudes et de dissonances entre des modèles et des réalités qui peuvent conduire à des interprétations erronées ou négatives.
En 1970, des professeurs de l'IAUV, l'Institut d'architecture et d'urbanisme à Venise, parmi lesquels Francesco Indovina et Bernardo Secchi, créent la faculté de planification urbaine et territoriale séparément de la faculté d'architecture, avec l'objectif principal de former des nouveaux urbanistes pour les collectivités locales. Francesco Indovina est l'auteur de l'expression la città diffusa, que Bernardo Secchi va contribuer à disséminer en Europe. Publiée en 1990, leurs recherches portent sur les transformations rapides et intenses qui ont affecté la région de la Vénétie lors des décennies précédentes. Tandis que Indovina explore la dimension socio-économique, Secchi se concentre sur la transformation des formes physiques du territoire. Dans sa dissémination et les emprunts dont elle a fait l'objet, cette expression, la città diffusa, a connu une variété de significations qui vont au-delà du sens originel que lui avait donné leur créateur. Accusée de défendre la dispersion, utilisée ou dévoyée dans un sens métaphorique, cette expression visait avant tout à décrire, à interpréter un phénomène dans sa réalité, c'est-à-dire cette campagne urbanisée, étendue et diffuse, transformée en zone d'habitation, en proie au déclin de l'agriculture, au profit du développement d'activités productives, avec une offre de services privés, des services publics plus rares, et de nouveaux modes culturels et de vie, qui traduisent plus qu'une aspiration, un moyen d'échapper au poids croissant de la rente urbaine, qui pèse à la fois sur le prix du logement et le coût global de la ville. Nous l'avons largement évoqué dans la communication précédente. En observant scrupuleusement et de manière indissociable les formes spatiales et les conditions sociales, les chercheurs de l'IAUV renversent le regard, finalement, en montrant un territoire qui fonctionne comme une ville, sans toutefois en avoir la forme, dense, intense, continue. Alors bien sûr, la città diffusa est un processus, un phénomène qui est antérieur à cet énoncé, comme l'ont montré notamment les historiens des territoires flamands. Et ces processus qui sont observés par les Italiens sont présents dans bien d'autres régions européennes, comme par exemple en Belgique, observé par Marcel Smets, qui évoque la banlieue radieuse, ou dans la Ruhr, sous le nom de Zwischenstadt, que va introduire Thomas Sieverts dès 1990. Alors le sous-titre d'ailleurs de son opus allemand est bien plus riche que ce qu'en donne finalement la traduction française, l'entre-ville, qui rend mal de la richesse sémantique du vocable, puisque Sieverts finalement observe l'émergence d'une forme urbaine non planifiée qui, à l'échelle macroscopique, possède des similitudes transeuropéennes et à l'échelle plus resserrée, affirme des différences spécifiques, les Zwischenstädte étant, au même titre que les villes historiques, finalement toutes singulières. Je cite Sieverts, il parle de structures fractales, similaires et caractéristiques, qui sont décrites comme le produit de décisions complexes individuelles, guidées par la proximité avec la nature, la faible distance avec les services répondant aux besoins quotidiens, le raccordement au réseau régional de communication, et comme Secchi et Smets, Sieverts nous invite à regarder avec attention et intérêt, à mobiliser nos sens pour saisir l'esthétique propre, la nature riche de ces tiers-villes dont il nous parle, encore jeunes et transitoires, qui évoluent vers une forme urbaine incertaine, faite d'une interpénétration de l'espace bâti et du paysage ouvert, d'une coexistence d'une économie qui agit localement et qui en même temps opère sur le plan mondial, comme on l'a vu notamment à propos de la diffusion de la pandémie du Covid-19. Et dans ce reversement du regard, Sieverts, qui a développé son analyse dans le cadre de l'IBA, donc l'Internationale Bauausstellung de Lemscher Park, dans la Ruhr, dont il était l'urbaniste, estompe l'opposition entre ville et campagne en mettant en exergue les surfaces libres insérées entre les surfaces bâties, en identifiant les architectures et les infrastructures comme des morceaux de nature. J'ai évoqué Corboz, donc, qui parle de l'urbanisme du territoire urbanisé dans sa totalité, la ville sur laquelle l'historien se penche étant aussi sans frontières claires, nébuleuse, territoriale. Il se nourrit de ses recherches nombreuses en observant lui aussi finement sur plusieurs décennies ces dynamiques qui ont conduit à l'urbanisation généralisée dont la Suisse
semble être l'objet, et approche cette question avec deux métaphores. D'une part, le palimpseste, une métaphore puissante, à laquelle il ajoute celle d'hyperville, par analogie avec l'hypertexte. Et je cite, l'hypertexte, contrairement au texte, qui est une structure linéaire, hiérarchisée et perceptible par les sens comme un tout, l'hypertexte, au contraire, n'est pas saisissable par les sens, ne possède pas une structure univoque ou impérative. On peut le parcourir ad limitum et le consulter sélectivement. On y rentre n'importe où. Corboz donc assimile le territoire à une matrice de texte, une strate de traces déposées par les générations successives, d'une part, un ensemble de dispositifs superposés par les logiques et les autorités variées qui se partagent aujourd'hui son aménagement, d'autre part. Et comme Indovina et Secchi, il appelle à sortir de l'impasse en, je cite, procédant à une révolution copernicienne, en affirmant aussi la pleine crise de la planification, pourtant absolument nécessaire pour répondre à une situation devenue intenable. Alors, entre-temps est paru le texte de Rem Koolhaas sur la ville générique en 1994, qui fait pendant un autre texte, Bigness or The Problem of Large, paru en 1995. Les deux seront publiés dans ces gros volumes, SML, XL et Mutation, qui rendent compte de l'urbanisation contemporaine, notamment dans des régions qui connaissent des développements accélérés, comme à Lagos, dans le Nigeria, ou dans le delta chinois de la rivière des Perles. Et puis OMA travaille au même moment sur des perspectives métropolitaines à Lille, dans le contexte du moment libéral qui touche les villes au tournant des années 80-90, où Koolhaas appelle à voir autrement la relation de la ville au territoire, remettant la périphérie au centre, réarchitecturant des programmes hors normes, du centre commercial au centre de congrès, provoquant, avec son fact context, renversant les logiques du plan et de l'opération, du contexte et du projet. Pendant que la région devient le centre d'attention des urbanistes qui scrutent la ville émergente, se développent des processus de métropolisation qui superposent encore d'autres textes, la ville globale de Saskia Sassen, que nous avons évoquée, ou Métapolis de François Hacher, travaillé par les dynamiques de flux, de concentration, de déterritorialisation. La métropole, pour Hacher, est à la fois compacte et distendue, agglomérée et discontinue, s'étendant toujours plus, absorbant des zones de plus en plus éloignées, conjuguant formes et paysages éclectiques, toutes ces parties étant indissociables d'un tout, qui forment cette nouvelle condition. Plutôt que de condamner les habitus et les motivations d'une majorité de la population urbanisée, Hacher finalement analyse aussi les usages et les formes de cet étalement, comme d'ailleurs le fait le géographe Éric Charme, qui finalement indique que le vrai problème en France, c'est plutôt la forme particulière de l'étalement, qui s'apparente à un émiettement, dit-il, renforcé par le malthusianisme foncier mis en œuvre par les communes des proches périphéries, dont le nombre, et on le sait, très proéminent en France, et la taille très réduite. De fait, l'espace rural concerné par l'urbanisation est finalement très important du fait de ces nombreux espaces de cohabitation entre extension pavillonnaire et activités agricoles. Et plus que l'étalement, Éric Charme pose la question de l'éloignement, question aussi sociale qu'environnementale, qui a un coût très élevé et qui pèse sur les ménages modestes, d'où les raisons du mauvais accueil régulièrement réservé à la taxe carbone, qui est vécue comme double peine du fait du peu de choix qui est donné aux ménages concernés de choisir leur lieu de résidence comme leur lieu de déplacement. Donc ce que Hacher et Charme montrent, comme tous les travaux que nous venons de parcourir très très rapidement, c'est qu'il n'y a pas non plus de théorie sans empirie, puisque les chercheurs et les urbanistes parlent depuis des lieux qu'ils connaissent, qu'ils analysent, qu'ils observent précisément. Et j'en viens maintenant à la question du projet, c'est-à-dire de l'observation à l'action. La naissance et la dissémination de ce vocabulaire de la grande ville doivent aussi être mises en regard de l'apparition au tournant des années 2000 d'un certain nombre de projets et de plans de nature diverse qui réinterrogent à leur tour les significations de la ville-territoire dans laquelle ils s'inscrivent, et notamment des consultations internationales qui vont permettre la discussion de ces notions dans le cadre de réflexions ambitieuses engagées à la grande échelle, comme les consultations du Grand Paris,
du Grand Bruxelles ou du Grand Moscou, pour ne citer que l'Europe. Donc à nouveau des mots, des intentions, des actions qui vont émerger, qui produisent aussi un certain nombre d'ambivalences autour de la compréhension de cette notion de grande échelle attachée à l'urbain dans le contexte du retour en France du terme de métropole. Alors aussi simple qu'il paraisse, ce mot de grand, attaché au Grand Paris dont l'histoire est pluriséculaire, ouvre au complexe et à l'hétérogène ainsi qu'à tout un champ multiple d'interprétation et d'appropriation. S'agit-il de l'extension de Paris, d'un Paris en plus grand, des banlieues comme l'essence du Paris du futur? À quelle vision doit répondre l'analyse de l'état urbain? L'atterrissage du Grand Paris sur un grand projet tout aussi ambigu dans sa définition constitue-t-il une réponse satisfaisante? Sans doute ces ambivalences procèdent-elles de la mosaïque des représentations qui s'exercent sur ces territoires et des rapports de force qu'elles traduisent. C'est ce que nous proposons d'évoquer pour conclure, en commençant par revenir sur le tournant de la consultation du Grand Paris. Alors, cette consultation était assez inédite pour un cadre défini par des instances de planification habituées à des cercles de réflexion plus restreints. Et elle a produit un répertoire de représentations très variées, sémantiques et visuelles, qui d'une certaine façon ont renoué avec cette période très dense des années 90, avec des vues satellitaires, aériennes, cartographiques, des vues par transects, matrices, échantillons, donc des représentations iconographiques, d'abord, qui ont été prolifiques pour essayer finalement de rendre compte de l'imagibilité de cette grosse Stadt qu'est devenue la région parisienne. Et des points de vue évoqués qui ont mobilisé des médiations diverses, des lexiques, des images, des discours, des énoncés, des visions et des théories pour, encore une fois, rendre intelligible une réalité qui échappe. Les propositions émanaient là encore d'équipes qui parlaient depuis un environnement précis, depuis des équipes plutôt métropolitanistes, françaises comme Nouvelle, Panzampar, Castro, londoniennes comme Rogers, néerlandaises comme MRDV, à des équipes plus régionalistes comme AUC, Grimbach, Lyon-Descartes, allemandes comme Geipel ou italiennes comme Secchi Vigano. Donc des visions qui variaient de la ville polycentrique à la ville poreuse, de la ville hiérarchisée à la ville isotrope, et qui réinterrogeaient finalement de plusieurs façons la nature locale de la grande échelle. Initiée par le ministère de la Culture, la réflexion a ripé ensuite vers l'action, à la faveur du portage transmis au secrétariat d'État du Grand Paris, et dans 2 discours prononcés à la Cité de l'Architecture en 2009 puis 2011, à l'occasion de la présentation des résultats et des suites de la consultation, le président de la République, donc Nicolas Sarkozy, a d'une certaine façon opérationnalisé la réflexion en sélectionnant les idées pour affirmer la prééminence de projets dont finalement les ferments étaient déjà là depuis un certain temps. Le projet du supermétro, qu'on connaît tous, qui donne lieu à la création de la Société du Grand Paris et qui s'inscrit dans les pas de projets précédents comme Orbital et Arc Express, en tranchant définitivement sur la nature et les tracés de l'infrastructure qui étaient en discussion depuis 20 ans. La consultation a-t-elle été un prétexte pour faire avancer le projet ou l'a-t-elle cristallisé? À voir. Un deuxième projet important, le projet d'aménagement du campus de Saclay, qui était lui aussi déjà à l'étude et qui se concrétise là aussi avec la création d'une opération d'intérêt national. Alors les équipes qui ont œuvré à la consultation ne sont pas exclues pour autant. Des discussions prennent place dans l'atelier international du Grand Paris, où par exemple les Italiens débattent de l'opportunité d'un projet de réseau de transport rapide, dont l'efficacité exclurait précisément la ville diffuse, moins dense, plus étalée, donc forcément exclue d'un réseau de métro lourd, alors qu'un réseau plus isotrope et plus léger, du type du tramway ou de transport de surface, irriguerait de manière plus fine la ville poreuse, comme on le voit sur les grilles qui sont dessinées un peu plus haut. À ce dessin, donc plus discret, parce que plus diffus, sera préféré le réseau de métro, qui sera porté par les opérateurs historiques du transport grand parisien et qui va mobiliser des constructeurs et des maîtres d'ouvrage qui vont se regrouper pour répondre à des appels d'offres au montage au financement très complexes. Et puis le projet de Saclay, pour prendre cet exemple, qui fait quant à lui l'objet d'une consultation de maîtrise d'œuvre urbaine et paysagère, remportée par le paysagiste Michel Desvignes,
qui, à partir de la pensée des parcs systèmes américains, va ouvrir la possibilité d'une réflexion plus contextualisée sur la grande échelle du local pour la géographie de la vallée et du plateau. Le projet, bien sûr, depuis, s'est développé de manière assez considérable. Alors, en parallèle de ces projets, on voit aussi surgir d'autres projets qui ne sont pas directement issus de la consultation, mais qui interrogent, de par la taille et leurs effets, la direction prise par la métropole. Leur déploiement soulève de fortes controverses sous la forme de débats, de résistances, de contestations, qui investissent l'espace public et politique de la cité sous la forme d'agora, de référendums, de mobilisations, comme par exemple la rénovation des Halles, qui a été analysée finement par Françoise Fromono dans son ouvrage « La comédie des Halles », ou le projet d'Europa City. Il y a d'ailleurs eu des manifestations à République, à la place de République pour en parler, sur les terres agricoles de Gonesse, qui n'en finit pas d'ailleurs, parce qu'il y a un deuxième projet qui est sorti, qui produit aussi une contestation, ou la privatisation d'Aéroports de Paris, qui peut paraître un peu extérieure à cette question d'aménagement, mais qui, par tout le débat et puis par la question du référendum, a réintroduit cette notion de territoire, finalement, comme bien commun. Donc des projets centraux, périphériques, l'agrandissement de la gare du Nord, enfin j'en cite encore, qui finalement se heurtent aux oppositions qui mettent à jour les logiques qui les sous-tendent, privatisation des ressources, artificialisation des sols, marchandisation de l'espace, financiarisation des opérateurs. Tandis que revient la critique des grandes villes, des métropoles, à travers des pamphlets urbaphobes, des tribunes qui prônent un rétrécissement ou des propositions plus stimulantes telles que celle de la biorégion. En observant les formes des villes et les conditions sociales qui émergent, les scrutateurs de l'urbain, que j'ai évoqués, réfléchissaient finalement aux interventions susceptibles de les faire évoluer. Par leur description scrupuleuse, leur posture consiste à agir avec ce qui est là, de la ville diffuse à la ville poreuse, de la Zwischenstadt à l'IBA, de la banlieue radieuse à la métropole horizontale. La planification telle qu'ils l'envisageaient à travers les études projets analyse et interprète finalement la réalité dans laquelle elle est appelée à opérer, ces mots-notions de la ville-territoire matérialisant finalement des relations opérationnelles entre les descriptions, les interprétations et les stratégies d'intervention. Cette caractéristique d'une analyse qui devient projet et vice-versa d'un projet qui devient savoir est commune aux travaux de Sekis, Metz, Sieverts, auxquels se sont ajoutées d'autres recherches-projets, dont par exemple celle de Paola Vigano. Anvers, la Ruhr, la Flandre sont des territoires de prédilection pour penser et agir dans ce cadre-là. Face aux impasses narratives que connaissent certaines métropoles, et en particulier certains projets métropolitains dans le Grand Paris, revenir aux mots, à leur signification, à leur portée, pourrait permettre d'éclairer les voies selon lesquelles l'action collective produira une écologie de la ville-territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup Nathalie pour cette dernière intervention de la journée. On a la sensation que... alors je te pose une question. Est-ce qu'il y a un point de rencontre possible entre le projet et la critique du projet, quelle qu'en soit sa forme, et toute cette intelligence déposée dans l'inventaire et le constat des lieux, qui parfois désempare l'action. Parce qu'en t'écoutant, ça révèle, on est conscient que les anciennes catégories qui ne sont plus opératoires, ville, campagne, etc. Pourtant, ce sont ces catégories-là qui ont forgé un savoir qui prend beaucoup de temps pour évoluer. Le savoir n'évolue pas aussi vite que le réel, on le sait. Donc, est-ce que toutes ces grandes consultations, est-ce qu'elles sont l'alibi à la souris à laquelle elles vont accoucher, je dis la souris par rapport à l'ambition de départ, qui semble de toute façon prédéterminée, et donc la consultation donne l'illusion d'une concertation collégiale, etc., et ambitieuse, ou est-ce que réellement il y a un divorce total,
consommé, dont il faut prendre acte entre la raison du projet, ce qui commande la vie d'un architecte urbaniste, et la réalité des chercheurs des sciences humaines qui s'intéressent au territoire. Territoire qui, il ne faut pas l'oublier, depuis 20 ans, a pris le terrain, a occupé le terrain, conceptuellement et intellectuellement. Le territoire est devenu le centre des débats. C'est plus tellement la ville ni l'architecture, hein, qui sont presque des composantes de ça. On le voit dans les 2 dernières biennales, etc. Donc, alors, toutes ces évolutions font que, est-ce que l'architecte est condamné à être dans une nostalgie et une impuissance par rapport à cette maîtrise du réel, par le projet, j'entends, par le projet, ou est-ce qu'il y a, d'après toi, des croisements possibles pour que le projet transforme ce réel au lieu de passer son temps à le commenter, enfin, ceux qui sont supposés faire du projet, disons des architectes. Alors, moi, on est vendredi soir, moi je serais beaucoup plus optimiste. Parce que, effectivement, en observant, là j'ai évoqué le Grand Paris parce qu'on y est et qu'on observe effectivement ce qui se passe, et on pourrait être assez pessimiste par rapport aux projets qui s'élaborent, même s'ils ont une nécessité, même s'ils répondent aussi à des besoins, mais par rapport effectivement à toute cette masse, cette richesse, voilà, de savoir qui a été produite. Mais il y a des tas d'expériences de consultation. Alors il faudrait savoir ce que recouvrent ces consultations, comment elles sont menées, comment les maîtres d'ouvrage, les édiles, les participations, le rapport entre une certaine vue d'en haut et la manière dont le projet s'implémente. J'ai parlé de l'IBA. L'IBA, c'est une exposition. C'est aussi une forme de consultation qui se met sur un temps court, mais qui est beaucoup plus horizontale finalement dans la manière dont elle se mène, parce que c'est toute une convergence de projets, une association en fait des différents corps parties prenantes. Donc finalement, c'est une gouvernance qui est liée à l'urbanisation diffuse et qui permet à un moment de créer quelque chose dans un contexte de crise très important, de désindustrialisation liée à la fin de la sidérurgie, etc. Donc je pense que la manière dont les consultations sont menées, dont les pouvoirs en fait s'en emparent à un moment ou à un autre, puisque effectivement il y a une sorte de principe de réalité aussi et dont les représentations aussi sont projetées, joue énormément sur cette question du projet, sur la façon dont elle est implémentée. Mais je reprendrai l'exemple d'Anvers, alors qui n'est pas de la même taille évidemment que Paris, où on travaillait effectivement notamment Seki Vigano, et où tout a commencé en fait par une analyse. C'est l'analyse qui fait projet. Une analyse, en fait, des imaginaires de la ville, des représentations de la ville au travers du port, de la gare, de la nature, du rapport à l'eau, de la ville faite de villages, etc. Et qui ensuite a produit un certain nombre de projets ponctués, où finalement, le projet de la ville-territoire, il est arrivé presque à la fin par constitution de ces projets, et où les structures urbaines aussi se sont créées ad hoc pour construire ce projet. Donc on a tout un processus de projet qui associait évidemment des architectes urbanistes, mais pas seulement, aussi des acteurs, des maîtres d'ouvrage et tout ça. Et c'est peut-être cette notion de projet aussi qu'il faut redéfinir par rapport à la ville-territoire, parce que ce n'est plus le projet idéalisé évidemment de l'architecte ou de la composition urbaine telle qu'on pouvait l'entendre, mais qui a évolué. Etc., oui. Voilà, également, c'est-à-dire qu'on est tenu de faire converger aussi un certain nombre de forces, celle des marchés qui existent, celle de l'économie, celle des flux, celle des modes de vie, celle des décisions individuelles. On a beaucoup parlé du foncier, de l'accès au logement, etc., des différentes contestations, enfin, dans des régions qui a priori sont démocratiques, où justement la ville-territoire, finalement, c'est le fruit d'une multitude de décisions individuelles, de sommes de choix plus ou moins contraints. Quelqu'un voudrait poser une question? Pierre. Je voudrais faire une remarque légèrement historique. Nathalie, ton corpus des mots territoire, c'est un corpus qui est extrêmement précisé, fin des années 80, années 90. C'est l'époque
où cette journaliste de The Economist, j'ai oublié son nom, publie un ouvrage qui a eu un grand succès qui s'appelle La fin des lieux. Ça te dit quelque chose? Non. C'est un ouvrage très important. Hein. Je te donnerai mes sorties de la tête. La fin des lieux, délocalisation, mondialisation, etc. C'est les non-lieux aussi d'Auger, dans un autre registre. Alors, aujourd'hui, et c'était lié effectivement aussi aux grandes thématiques du flux portées par Gilles Deleuze, etc. C'est un moment. Et c'est aussi un moment qui est lié à l'émergence, au début de la grande révolution des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, et des promesses qu'elles semblaient pouvoir tenir. Hein, je passe toute la littérature autour du capitalisme cérébral, cognitif, toute une utopie, hein, on en est revenu aujourd'hui. Aujourd'hui, on parlerait probablement autrement. On insisterait par exemple, et c'est lié à tout ce thème de localisation, de relocalisation qui occupe un peu le discours politique depuis quelque temps, on parlerait plutôt de capital social, ou de capital immatériel, de compétences. Et ça, c'est un qui, au contraire du capital financier, est un capital beaucoup plus territorialisé, beaucoup plus localisé. Et d'une certaine façon, moi je trouve qu'aujourd'hui, un des thèmes qui commence à émerger, c'est plus du tout le thème du flux, c'est le thème du stock, et qui est lié aussi aux questions de maintenance, de responsabilité à l'égard des générations futures, hein, comment transmettre un capital, voilà, c'est la définition du rapport Brundtland. Et donc je trouve que les mots changent, ou que les urgences, ou que les notions sont en train de changer. Et qu'on va plutôt, où le thème de la localisation ou de la relocalisation réémerge. Et donc pour donner des motifs d'espoir à Karine, il me semble que ce thème-là est plus favorable à la culture du projet que la notion de flux. Voilà. Bien sûr. Bien sûr, et pour revenir à ces notions, tu as tout à fait raison d'évoquer effectivement le contexte, d'une part de l'économie, puis de la production, toute une série d'ouvrages. Enfin, c'est l'émergence effectivement, notamment des nouvelles technologies dans le paysage. Ce qui est intéressant en fait dans ces analyses, quelles qu'elles soient, et sachant qu'elles ne sont pas sur le même bord, c'est qu'elles considèrent cette ville-territoire comme un patrimoine, comme un héritage fixe. C'est pas des choses qui sont évanescentes en fait, c'est des choses qui sont là, même si évidemment elle est le fruit de changements considérables. Chez Coulas, il n'y a pas du tout d'idée de patrimoine. La ville générique, c'est l'anti-patrimoine. Coulas, il observe la ville en train de se faire. Il observe la ville en train de se faire, il la décrit. Alors, on peut critiquer son supposé cynisme, etc. Mais il dit, il y a des sortes de modèles qui se généralisent, etc. Et la ville, elle se transforme, et elle se différencie a posteriori, par appropriation dans des milieux qui sont différents. Effectivement, Lagos ne ressemble pas, même s'il y a une diffusion urbaine qui est très importante, au delta de la rivière des Perles, où il y a effectivement une urbanisation diffuse qui est très 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 spécifique. Mais quand il dit, je pense que c'est dans Vignes, le texte qui est juste attenant, quand il dit, c'est assez provoquant, mais je peux dire que c'est assez fort. Quand on est en banlieue, faire de la sociologie, faire de l'histoire, ça n'a aucun sens. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, c'est provoquant, mais ça veut dire que le territoire, le patrimoine est lié à la question historique. À partir du moment où l'histoire est impensable, non, mais bien sûr qu'il provoque, mais c'est aussi une façon à un moment de se décaler, en fait, d'une sorte de vision très historiciste d'une certaine forme de ville, pour aller voir d'autres formes de ville, plus banales, plus ordinaires, moins riches peut-être à nos yeux, etc., et de la faire accéder, en fait, à cette dimension de ville, à partir du moment où une grande partie de la population urbanisée habite là, tu vois. Donc, je pense qu'on aura des années et des années pour discuter, etc. Mais pour moi, ça fait partie d'une réflexion très stimulante qui, en même temps,
ne fait pas plaisir, forcément, à nos yeux, à nos regards. Et c'est ce que tu dis quand tu dis, effectivement, il y a un décalage entre ce qui se fait et l'état de notre savoir. Il y a ces dissonances. Mais n'en faisons pas non plus une interprétation, voilà, erronée, etc. Et ce qui s'est fait à Lille, de ce point de vue-là, dans le cadre du projet, est tout à fait intéressant aussi. Sur la périphérie, qui vient au centre avec des gros paquebots, des gros objets, mais qui voilà, imposent un peu leurs données dans un paysage de ville qui n'est pas restreint au centre de la ville ou à ses faubourgs tout proches. Ah oui, Olivier. On t'écoute. C'est curieux que tu finisses, que tu commentes cet exemple, parce que c'est quand même, il me semble que c'est un peu comme les gens qui disent dans une galerie d'art, devant une peinture, c'est intéressant. C'est-à-dire que s'il y a bien un endroit raté, c'est rallye. C'est-à-dire que c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire l'idée qu'on ramène la banlieue au cœur de la ville. C'est pas une victoire de la banlieue. J'ai pas dit qu'on ramenait la banlieue au cœur de la ville. Et par ailleurs, les banlieues, parce que moi je dis les banlieues au pluriel, sont tout à fait intéressantes. Donc justement, je trouve que c'est des oppositions. Et moi je n'ai pas dit que c'était raté, oui, effectivement. Mais je n'ai pas dit non plus que c'était réussi. Parce que je ne suis pas non plus dans cette dichotomie. C'est dont tu as un peu parlé, Karine, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en face de tous ces magnifiques constats, à un moment, par exemple, il y a un truc dont tu n'as pas parlé, parce que ce n'est pas le sujet, mais je pense au projet de Snodzy pour la Hollande. Il dessine un train circulaire, il vide le centre, il laisse juste l'aéroport. Pour la Randstad. Voilà, il contraint la ville à rester autour et à former avec les noyaux existants, dont il reconnaît le fait qu'il forme une sorte de cercle, un dispositif à une échelle folle, mais dont on a l'impression que c'est la seule façon de répondre aujourd'hui à la question de la forme urbaine. Et que tous ces gens, dont j'admire le travail et l'analyse, mais à la fin semblent justifier la vie néolibérale, on finit par plus avoir d'intermédiaire entre les analyses à super grande échelle, avec quand même cet extraordinaire dessin qui essaie de nous convaincre que ça a du sens de prolonger Paris jusqu'à la mer, comme si Alphonse Allais n'avait jamais écrit. Et d'autre part, entre cette échelle énorme et l'échelle de la petite maison qui est maintenant devenue l'obsession des architectes, de la petite maison biosourcée, son petit pavillon, etc. Et on a l'impression que c'est ça, et enfin, et j'arrête là, entre les deux, il n'y a plus rien. Et après j'arrête, mais la conséquence du Grand Paris, pour le moment, c'est un métro sûrement très efficace, mais qui est l'occasion d'une spéculation immobilière absolument monstrueuse. Même 35 millions pour le Roissy Express, c'est bien. Oui, non mais j'espère avoir explicité dans la deuxième partie conclusive que j'étais pas très satisfaite, hein. Enfin, en tout cas, que je regardais pas forcément les conclusions du Grand Paris, comme on a ripé. Mais alors, sur la Randstad, je ne sais pas à quel... je connais pas ce dessin. Enfin, ah, désolé. Ah, j'ai pas tout lu. Mais c'est vrai que la Randstad, c'est une configuration urbaine tout à fait intéressante, qui remonte là en plus. Alors là, pour le coup, elle est héritée historiquement, hein, à la fois politiquement, et puis en même temps... spatialement, hein, de cette constellation de villes, hein, qui effectivement forme une sorte de métropole, alors je ne sais pas si on peut dire diffuse ou polycentrique, enfin, qui fonctionne avec en même temps une urbanisation diffuse qui existe. Donc là, on est complètement dans un héritage historique qui est là, qui forme une manière d'être de la ville, et qui sans doute produit d'autres projets, mais je crois que Corbeau, Séqui, etc., ne sont pas dans l'idée justement de projeter des schémas ou quoi que ce soit. Ils travaillent vraiment, enfin c'est des urbanistes aux pieds nus, hein. Ils travaillent à partir du site, à partir du territoire, et ils ne sont pas du tout non plus entre la maison individuelle et le grand dessin. Enfin, quand on regarde justement ce qui s'est réalisé vraiment à Anvers en particulier, on est sur des projets... d'échelles différentes, de types d'interventions différentes, depuis l'acupuncture jusqu'à des grands projets, comme par exemple ce parc qui est aménagé entre la ville et les faubourgs sur d'anciennes friches ferroviaires, d'anciens rails
ferroviaire et qui forment l'un des maillons d'un système de parc qui va être défini et qui va même se diffuser jusque dans les installations du port qui court sur des dizaines de kilomètres. Donc, mais ce processus de projet, ce qui est intéressant, c'est qu'il est indissociable de la manière dont les institutions urbaines, donc depuis la mairie, alors qui a changé de bord entre-temps, jusqu'à l'agence urbaine, qui est une agence de planification et qui est aussi l'équivalent d'une SEM, qui se refondent pour retravailler cette logique entre des opérations, des programmes et un plan d'ensemble, enfin, au sens de schéma directeur, mais qui n'est pas non plus exhaustif, qui va prioriser certains endroits. Donc et c'est là où ça renoue avec l'optimisme du projet, parce qu'en même temps, il faut bien avoir une vue d'ensemble à la fois territoriale et locale, une vue d'ensemble dans le temps et dans la manière dont s'interpénètre effectivement cette stratégie, ces plans, ces opérations, etc. Donc c'est aussi une autre façon de voir les choses qui n'est pas encore celle qu'on a, à mon avis, en tout cas sur la région parisienne, parce que là aussi on pourrait aller voir dans d'autres villes, et de ce point de vue-là, Lille, je trouve que c'est intéressant, mais comme d'autres villes, comme Nantes, Bordeaux, etc., parce qu'il y a plus de souplesse, et puis il y a une manière aussi de structurer les pouvoirs urbains et la manière dont ils s'entremêlent, qui est plus stimulante, effectivement, que sur le Grand Paris, où en plus on hérite d'un système d'acteurs et d'une histoire, là aussi, très, très lourde. Oui, mais je pense quand même, peut-être je ne vais pas abuser de votre présence pour conclure quand même, ce que vous décrivez tous les deux, c'est le même constat, et on l'observe à l'intérieur des écoles d'architecture dans la manière de former au projet. C'est-à-dire qu'il y a Snodzy, c'est le dernier mohican, c'est-à-dire qu'il vient d'une culture du projet XXe siècle, plus héroïque, plus démiurgique, plus dans le geste et l'interventionnisme de l'État aussi, etc., des puissances publiques. Et puis petit à petit, pour des raisons multifactorielles, dans lesquelles l'écologie a sa part, je pense, il y a eu une réserve, une mise en réserve. Je ne vais pas dire inhibition, mais les architectes n'osent plus. Il y a une culpabilité, couler du béton, c'est mal. Il y a une gêne, il y a un malaise, il faut le dire. Ce n'est pas du tout un constat radical, mais on observe quand même